Merci beaucoup de l'invitation et de l'introduction. Donc en effet, je vais vous parler de cette histoire de troisième voie du vivant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Juste un petit mot. Donc je suis chercheur, je suis biologiste à l'INRAE. Je travaille plutôt sur les plantes. Et je suis aussi directeur de l'Institut Michel Serres, qui travaille sur le contrat naturel et pour le rendre opérationnel, on va dire. Alors, donc troisième voie du vivant. Okay. Alors, si on parle de vivant, ça vous a peut-être pas échappé. Souvent, on a tendance à comparer le vivant à une machine. Et ça, c'est pas du tout récent. On parlait déjà de comparaison des jeux d'eau et de la circulation sanguine. Après, on a parlé des machines à vapeur. Après, on parlait des ordinateurs. Donc, il y a toujours cette histoire de machine. Donc là, je prends l'exemple de la salmonelle, les flagelles de salmonelle. Et puis, il y a un moteur. Et donc, d'un seul coup, c'est tentant de faire la comparaison entre une machine et le vivant. Alors, la question, c'est est-ce que c'est pertinent? Est-ce que le vivant est vraiment une machine? Et bon, c'est une question rhétorique, comme vous pouvez le voir. Mais ce qui m'intéresse là, c'est plutôt le tropisme des humains. Qu'est-ce que ça dit des humains, ça? De vouloir plaquer le modèle machine sur le vivant. En fait, ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que ce qui motive le vivant, la force motrice, si vous voulez, c'est l'idée du contrôle et de l'optimisation. Nous sommes une société de la performance, de l'efficacité, de l'efficience. C'est ça qui nous drive. Donc là, j'ai pris le quartier de Lyon-Part-Dieu, l'urbanisme, il y a beaucoup d'optimisation, mais on peut penser à plein de choses. Le paysage, c'est aussi quelque chose qui est très, très, très bien optimisé. On peut penser à la faune, là, un élevage de poules industrielles. Donc voilà, on optimise à fond. Et donc la conséquence, c'est ça en fait, c'est que le dehors devient un dedans. Donc là, je prends l'exemple, un de mes exemples favoris. Donc c'est un artiste qui s'appelle Yang qui fait des peintures un peu style classique chinois 16e siècle. Sauf que ce que vous voyez, en fait, là, il y a des grues et les montagnes, c'est des immeubles empilés les uns sur les autres. Donc en fait, c'est un paysage naturel, mais qui est entièrement culturel. Et donc on est un peu dans cette trajectoire-là, à force de vouloir tout optimiser, de vouloir tout contrôler, en fait, on est en train de transformer notre dehors en un dedans. Alors, c'est quoi les conséquences? Alors, il y a plein de conséquences psychologiques, etc. Mais il y en a une en particulier, évidemment, c'est la crise plurielle environnementale. Je ne vous fais pas un schéma, mais crise climatique, effondrement de la biodiversité et pollution diverses et variées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que vous êtes bien au courant de la situation. Donc l'enjeu, il est très élevé et c'est un produit de notre performance. C'est-à-dire que plus on est performant, et plus les écosystèmes payent l'addition de notre performance. Du coup, il va falloir trouver autre chose. Alors, à quoi on pense quand on pense à ces crises environnementales? Souvent, on se limite un petit peu à deux grandes voies. Il y a la voie du développement durable, et puis il y a la voie, on va dire, de la sobriété ou de la décroissance, quoi, si vous voulez, enfin, un petit peu au sens large, quoi. Alors, les deux ont des problèmes. Le développement durable, il y a des super projets dans le développement durable, mais il y a aussi des projets hyper contre-productifs. Donc là, je vous en montre un, par exemple. Donc là, vous voyez Joe Biden avec le patron de l'automobile américaine, 2 SUV électriques derrière, une pelouse sans aucune biodiversité. Voilà, donc ça, c'est du développement durable contre-productif. Donc quand on voit ça, on se dit, ok, le développement durable, finalement, c'est un oxymore, donc je vais aller voir ailleurs. Donc du coup, hop, je vais voir sobriété, ralentir, décroissance. Sauf que, très bien, pourquoi pas, on fait moins de performance, on a moins d'impact, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ça ne mobilise pas. Personne ne va aller volontairement dans la décroissance. Il faut arrêter de se faire des illusions. Il y a peut-être 1% de la population, 0,1% de la population qui va y aller, et c'est trop négatif. On n'est pas fait pour ça. On est plutôt dans un moteur plutôt de performance. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mon problème, en fait, c'est qu'avec ces deux solutions-là, si vous écoutez les médias, le discours un petit peu dominant, c'est que c'est une partie de ping-pong. En fait, les deux se nourrissent, quoi. Et en fait, ça nous empêche de voir autre chose, quoi. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est cette fameuse troisième voie du vivant. Est-ce que si on veut vivre sur Terre, il ne faut pas apprendre des terriens? Et donc, les terriens, c'est aussi et surtout les non-humains. Et les non-humains, comment ils font pour vivre, en fait? Comment ils font pour vivre et survivre et être durables et se développer et évoluer, quoi. Voilà, c'est un petit peu la question. Alors, je peux le résumer en un diagramme, et puis Marc-André Solos en parlait juste avant dans la séance plénière qui est en cours encore, là, sur les interactions. En fait, si vous voulez, les humains, notre mode d'action, là je vous le fais en façon très caricaturale, c'est cette voie-là. C'est-à-dire que quand nous avons un problème, en général, on tape dans une ressource et on obtient une solution.
C'est ça notre clé. Donc par exemple, si vous voulez aller vite quelque part, vous allez brûler du kérosène, prendre un avion et vous allez trouver votre solution. Si vous voulez télécharger un film rapidement, vous allez taper dans les métaux rares, faire de la 5G et hop, arriver à votre solution. Donc c'est notre mode d'action, on tape dans les ressources, on déstocke les écosystèmes. Alors si vous voulez, ça c'est une voie où il y a beaucoup d'extraction, très peu d'interaction. Donc ça, sur Terre, il y a 2 types d'organismes qui font ça. Ce sont les humains et les parasites. C'est tout, hein. Ouais. Les autres, ils font ça. Donc les autres, ils ont un problème, pareil. Le problème, ils le laissent en fait macérer un petit peu longtemps. Et ce qui se passe, c'est que plus vous attendez sur votre problème, plus vous posez des questions, plus vous questionnez la question, plus il y a des partenaires qui viennent. Donc vous agrégez des partenaires, là les P c'est des partenaires hétérogènes. Chaque partenaire est connecté à un problème et à une solution. Et avec ça, vous allez trouver un chemin qui vous amène à la solution, à stock de ressources constant. Donc pour les entrepreneurs dans la salle, le mot-clé, c'est créer de la valeur à stock de ressources constant. Il y a toujours des ressources, mais les ressources sont en flux. Ici, on déstocke, et ici, on a un flux. Il n'y a plus de stock, il y a juste un flux. Alors ça, c'est assez extraordinaire, hein, mais comme ça paraît même un peu magique. Hein, et pourtant, c'est comme ça que vivent la plupart des êtres vivants sur Terre. C'est par exemple ce qu'on voit dans les symbioses, hein, typiquement. Hein, donc voilà, Marc-André parlait des forêts, des mycorhizes au pied des racines des arbres. C'est exactement ça, hein, c'est vraiment ça qui se passe. Alors, donc ça, c'est un premier plan. Alors, en tout cas, un premier point pour dire que c'est peut-être vers ça qu'on va basculer. Si vous voulez, ce monde-là, c'est le monde où il y a très peu d'extraction et beaucoup d'interaction. C'est le monde de la richesse des interactions. En fait, c'est un monde beaucoup plus attrayant que celui-là, hein, d'ailleurs, au passage. Alors, comment on rend ça opérationnel? Parce que ça, c'est bien joli, c'est des grandes idées. Mais comment on rend ça opérationnel? Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais je vais insister sur une en particulier, qui est celle-là. C'est de se dire, en fait, il faut bien comprendre comment ça marche, cette histoire du vivant, là, qui fonctionne sur les interactions, et un petit peu avoir un regard évolutif. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'évolution? Quel est le critère de sélection des êtres vivants sur Terre? Le critère de sélection des êtres vivants sur Terre, c'est leur robustesse. La robustesse. Alors la robustesse, c'est quoi? C'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est ça la robustesse. Ils ne sont pas sélectionnés sur leur performance. Ils sont sélectionnés sur leur robustesse. Et c'est même mieux que ça. Les êtres vivants sont robustes et ils construisent leur robustesse contre la performance. Et donc c'est là qu'il y a un sujet pour nous. Parce que justement, avec tout ce que je vous ai dit au début, c'est notre performance qui crée ces contre-productivités et ces effets, ces externalités négatives. Alors là, je vous montre un petit peu en résumé, un petit peu ce que je raconte dans mon bouquin, c'est un petit peu le programme politique du vivant, si vous voulez. C'est quoi les grandes valeurs du vivant? Eh ben, les grandes valeurs du vivant, c'est ça. Donc c'est inefficacité, hétérogénéité, beaucoup d'incertitudes, il y a énormément d'aléatoires dans les réseaux du vivant, les réseaux de gènes, les réseaux de neurones, les réseaux d'écosystèmes, c'est très aléatoire, c'est très redondant, il y a énormément de redondance, c'est hyper incohérent, très 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 incohérent. Maintenant qu'on a tous les réseaux formalisés, tout ça, on commence à bien connaître ça. Depuis une vingtaine d'années à l'échelle moléculaire, c'est pareil. Donc c'est très incohérent, très redondant, très hétérogène. Et tout ça, c'est inachevé. Parce que si c'était achevé, ce serait mort. Donc tant que c'est vivant, c'est inachevé. Donc vous voyez, en fait, c'est que des valeurs plutôt négatives pour un humain du 21e siècle. C'est plutôt des contre-performances. Et pourtant, les êtres vivants utilisent ces contre-performances, les mettent en interaction. Et la propriété qui émerge de ces contre-performances, c'est la robustesse, la capacité à s'adapter, à se maintenir stable malgré les fluctuations. Alors je voudrais quand même vous le montrer, parce que là je vous le dis de façon un peu brutale, je voudrais quand même vous le démontrer avec juste 2 petits exemples. Alors il y a un exemple assez récent là, qui a maintenant été bien démontré. Je peux vous le dire en une phrase, hein. Les bactéries, pour résister aux antibiotiques, elles ne renforcent pas leur défense, elles dorment. C'est les bactéries qui dorment qui résistent aux antibiotiques. Mais en fait, elles ne sont pas plus performantes, elles sont plutôt moins performantes et elles laissent passer la vague d'antibiotiques. Donc ça a été bien démontré, c'est assez récent, et on peut même montrer que plus il y a de stress pour les bactéries, hein, que ce soit antibiotiques ou d'autres stress, plus elles dorment. En fait, elles laissent passer la vague. Donc en fait, là, il y a peut-être un message là aussi. Donc c'est pas la performance qui fait passer les crises, quoi. C'est plutôt dormir. Il y a plein d'autres exemples hein, comme ça, où en fait on voit que la lenteur permet de s'adapter à des stress imprévisibles, voire impensable hein, en biologie.
Donc ça, c'est l'exemple voilà, des bactéries, mais j'en ai un autre que, à la limite, je préfère encore plus, c'est l'histoire de la photosynthèse. Parce que la photosynthèse, c'est le processus métabolique le plus important sur Terre, hein, c'est ce qui permet de convertir un gaz, le CO2, en fibre de carbone. Et donc c'est ce qui nourrit tous les écosystèmes, ou la quasi-totalité des écosystèmes sur Terre. Hein, vous savez, hein, voilà, les plantes, c'est 82% de la biomasse sur Terre, donc c'est quand même vraiment énorme. Alors cette photosynthèse, les premières traces isotopiques de la photosynthèse sur Terre, c'est 3,8 milliards d'années. Donc c'est très 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 ancien. Les premières traces de la vie, hein, c'est 4 milliards d'années. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui est très récent. Donc il y a eu le temps d'optimiser. C'est surtout ce que je veux dire. Ça existe depuis très longtemps, 3,8 milliards d'années. Bon, il y a eu le temps d'optimiser. Quand on mesure le rendement de la photosynthèse, vous voyez, c'est moins de 1%. Donc quand je parle de rendement, c'est la différence qu'il y a entre l'énergie lumineuse qui arrive sur la feuille là, et l'énergie métabolique qui sort. Donc la photosynthèse, c'est très très peu efficace, très peu efficient, c'est très peu performant. Quand on mesure au champ, hein, c'est 0,3 à 0,8%, hein, donc c'est très très faible. Voilà, donc c'est moins de 1%. Alors là, j'ai mis un panneau solaire à côté juste pour une comparaison, alors qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. C'est pas de la photosynthèse, mais c'est quand même un outil de captation d'énergie lumineuse. Les panneaux solaires, en 50 ans, on est arrivé à 15%, quoi, facilement. Donc comment ça se fait qu'en 50 ans, on arrive à 15% de rendement et qu'en 3,8 milliards d'années, on en soit toujours à moins de 1%. Les plantes, vraiment nulles, quoi. Il y a un truc qui va pas là. Alors il y a quelque chose qui doit vous frapper tout de suite, hein, c'est que les panneaux solaires sont noirs et les plantes sont vertes. Donc là, il y a un souci, c'est-à-dire que les plantes n'ont rien compris, puisque si vous voulez absorber toute la lumière du soleil, il faut être noir. C'est ça qui absorbe tous les rayons, tout l'arc-en-ciel, si vous voulez. Donc là, les plantes, elles sont vertes, donc ça veut dire qu'elles absorbent le rouge et le vert, les deux extrémités de l'arc-en-ciel, et que ce qu'il y a au milieu de l'arc-en-ciel, elles le renvoient comme un miroir. Donc elles gâchent énormément d'énergie lumineuse. Énormément d'énergie lumineuse. Alors la question, c'est pourquoi les plantes sont-elles vertes ? Pourquoi les plantes sont-elles vertes ? Et ben, ça, en fait, on a une réponse dans notamment cet article de Harp et al. Dans Science il y a 2 ans. Vous voyez, c'est assez récent. Il y avait déjà des idées, hein, mais là, ça a bien cristallisé. C'est de la physique quantique. Alors du coup, je vais vous le résumer en très très simple. C'est de dire en fait que si vous voulez que la photosynthèse soit au maximum de performance, il faudrait que le flux de photons soit stable. Donc ça tombe comme ça, de façon très régulière. Sauf que la lumière, ça fluctue. Ça fluctue entre le matin, le soir, la température, donc la qualité, la quantité de lumière fluctue tout le temps. Et puis, à l'intérieur des cellules, ça fluctue aussi énormément. Les protéines, tout ça, ça se polymérise, ça se dépolymérise, ça fluctue dans tous les sens. Donc, comment on fait dans un monde fluctuant interne, fluctuant externe ? Ben, cet article montre, avec de la modélisation et des expériences, qu'il y a une seule solution, c'est d'absorber dans le rouge et d'absorber dans le bleu. Et il faut que les 2 pics d'absorption soient éloignés l'un de l'autre. Et avec ça, vous autorisez des fluctuations. Donc le message philosophique qui est à mon avis très important de la photosynthèse, ou la question « Pourquoi les plantes sont-elles vertes ?», la réponse, c'est que les plantes se sont construites sur les fluctuations. Les fluctuations, les fluctuations, les fluctuations. Il n'est jamais question de performance. Et là, je pense qu'on a un sujet. Alors, du coup, je vais essayer de vous résumer ça avec voilà, quelques autres exemples. Donc là, ce que je vous dis ici, là, j'ai pris juste 2 exemples, hein, mais il y a des centaines d'exemples. C'est ça l'intérêt, c'est que maintenant qu'on a quand même du recul là-dessus, à toutes les échelles, moléculaires, cellulaires, tissus, organes, organismes, population, c'est toujours pareil. C'est toujours des contre-performances qui soutiennent l'adaptabilité. Et l'adaptabilité, c'est le secret de la robustesse, si vous voulez. C'est comme ça que vous maintenez un système stable malgré les fluctuations. Donc ça, c'est la biologie. Et donc maintenant, on va passer de la biologie au biomimétisme. Est-ce que cela peut nous inspirer pour les sociétés humaines ? Alors moi, j'ai tendance à dire que oui. Et je vais vous dire ça avec une courbe. Donc là, c'est une courbe qui vous résume de façon très caricaturale le progrès de l'humanité. Donc si vous voyez, là vous avez le progrès qui augmente. Alors le progrès de l'humanité, c'est essentiellement des incréments de performance. On a rendu nos objets, nos systèmes plus efficaces, plus efficients. Mais plus on augmente en performance et plus la viabilité de l'humanité baisse. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de menacer notre propre viabilité sur Terre. Notre performance nous menace. Donc si on fait du développement durable, on va faire plus d'efficience énergétique, par exemple, mais en fait, on va rester sur cette flèche-là, quoi. Donc on ne va pas changer. Si on fait de la décroissance, on va aller dans l'autre sens, mais du coup, on a vu que ça ne marchait pas parce que les humains ne vont pas le faire de façon proactive. Hein. La décroissance est imposée, elle n'est jamais proactive. Donc du coup, c'est quoi le progrès au XXIe siècle ? C'est tout simple, il faut changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, on rentre dans un monde fluctuant.
dans un monde fluctuant, ça ne sert à rien de faire de la performance. La performance dans un monde fluctuant, c'est aller plus vite dans le mur. Donc la robustesse, c'est la seule réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Donc la robustesse, maintenir le système stable malgré les fluctuations. Et donc ça veut dire qu'au XXIe siècle, on va changer de valeur. C'est une révolution culturelle. Et je le dis au futur, je le dis même pas au conditionnel. C'est que vu qu'on rentre dans un monde fluctuant, là je pense qu'aujourd'hui c'est évident que nous sommes dans un monde fluctuant. Et je pense qu'il y a 10 ans... vous ne m'auriez pas cru, mais aujourd'hui, c'est évident, crise sanitaire, crise énergétique, crise géopolitique, crise écologique, enfin bon, ça fluctue de tous les côtés et ça va continuer à fluctuer. C'est le mot-clé du XXIe siècle. Donc, si on rentre dans un monde fluctuant, forcément qu'on va parler de robustesse. Et donc, la valeur performance va baisser, la valeur robustesse va augmenter. Et ça, c'est une vraie révolution et qui correspond, à mon avis, très bien au moment de basculement qu'on est en train de vivre actuellement. C'est pas forcément évident, parce que le ciel est toujours bleu, les arbres sont toujours verts, mais notre civilisation est en train de changer, fondamentalement. Et ça, à mon avis, c'est une clé. Et c'est de la bio-inspiration, bizarrement. Alors, juste quand même pour le dire de façon... là, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais en fait, je vais quand même essayer d'aller un cran plus loin pour vous montrer que dans les systèmes sociaux, en fait, on a déjà basculé vers de la performance à la robustesse. Il faut juste ouvrir les yeux. C'est qu'il y a encore des projets qui sont très performants et qui vont aller très vite dans le mur, et il y a d'autres projets qui ont déjà basculé dans la robustesse et qui, eux, sont inspirants, sont engageants et en fait ouvrent le chemin. Alors, il y a des exemples typiques. L'agriculture. L'agriculture intensive, c'était une agriculture de la performance. Donc, je parle de l'agriculture post-Seconde Guerre mondiale. Donc, où en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on annulait les fluctuations à coup d'irrigation, d'engrais, de pesticides, et on mettait la meilleure variété génétique au champ. Donc là, on avait le maximum de performance, mais des externalités négatives très fortes. Je ne vous fais pas un dessin. Là, on est en train de basculer de ça à l'agroécologie. L'agroécologie, c'est la magie des interactions, toujours pareil, le flux de ressources. Et surtout, en fait, vous avez des rendements plus faibles. Donc, par exemple, si vous faites des mélanges variétaux, vous mettez trois variétés de blé dans un champ au lieu de la meilleure variété, et vous allez obtenir des rendements donc un peu plus faibles, mais des rendements plus stables, plus robustes. Parce que si vous faites des mélanges variétaux au champ, pour prendre le cas vraiment numéro 1, le niveau 1 de l'agroécologie, en fait, vous allez faire des champs qui sont plus résistants à la sécheresse et plus résistants aux pathogènes. Donc en fait, juste en augmentant la diversité génétique au champ, vous allez faire de la robustesse. Alors, vous imaginez l'agroécologie, après agroforesterie, permaculture, et ça, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et donc ça, alors j'ai pas le graphe ici, là, mais ça a basculé. C'est-à-dire qu'en France, dans les années 2010, il y avait moins de 5% des surfaces de la France qui étaient cultivées en mélange variétal, de blé notamment, donc avec cette diversité génétique. En 2020, dans l'Hérault, vers Montpellier, c'est 44%. Et ça, c'est les paysans entre eux qui ont bien vu que ça marchait. Donc ils ont basculé de la performance à la robustesse. C'est en train de se faire, et ça bascule très vite. Bon, ça c'est pour l'agriculture, donc là je peux le dire, c'est une bascule. Là aussi c'est une inversion complète. Donc c'est l'inversion, c'est-à-dire qu'avant on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Au XXIe siècle, on va se poser la question inverse, c'est comment la production peut nourrir les écosystèmes. Donc ça c'est l'agroécologie pour le dire rapidement. Voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous voyez bien ce que ça veut dire. Enfin, je peux vous le dire quand même. C'est que si je suis un paysan et que j'ai une parcelle, je ne vais pas juste faire des aliments. Je vais maintenir un sol vivant, un niveau d'eau dans mon sol, des insectes auxiliaires, je vais produire d'autres biotypes de biomasse, etc. Ok, alors ça c'est pour l'agriculture. Alors il y a aussi sur l'aspect plus industrie, ingénierie, il y a aussi un basculement fondamental. C'est là notamment le tout réparable. C'est-à-dire qu'avant on faisait des projets, enfin on en fait toujours. Si vous pensez à Mac ou Macintosh, des objets très fermés où en fait on n'a pas la main dessus, quoi. C'est complètement verrouillé et la technocratie est très distante. C'est des objets très complexes, comme tous les smartphones qu'on a dans nos poches là. Personne ici n'est capable de réparer son smartphone. Bon, ça c'est le passé, ça. L'avenir, c'est des objets réparables, tout simplement parce qu'on n'aura plus accès, il n'y aura plus de ressources. S'il y a une pénurie de ressources, pénurie de métaux rares, on va faire du réparable. Donc plus tôt on le fait, plus tôt on prend le tournant, et plus tôt on prend le tournant de la robustesse. Donc là, vous avez des exemples d'objets réparables, le Fairphone par exemple, les ateliers de réparation. Vous pouvez aussi penser aux matériaux. Ici, là, je prends l'exemple des habitats en terre crue. En fait, on peut penser, vous savez, les habitats écolos avec des super matériaux isolants qui produisent de l'énergie, etc. Bon, ça, c'est des matériaux qui coûtent beaucoup d'énergie à fabriquer, qui polluent les intérieurs souvent et qui coûtent encore de l'énergie à démanteler. Donc ça, c'est des matériaux écolos à court terme, mais pas écolos à long terme, si vous voulez. Donc c'est pas très durable. Alors la robustesse, c'est quoi ? C'est l'autre BTP, bois, terre, paille. Donc c'est des matériaux moins performants,
en tout cas sur les critères actuels, mais par contre plus robustes, parce qu'ils sont plus robustes dans le sens où ce sont des habitats qui sont réparables. Des habitats en terre crue, il y en a plein en France, hein, dans le sud-ouest, dans l'Isère, le Pisé, tout ça, on sait faire. Hein. Et c'est des habitats qui sont faciles à réparer, parce que le protocole est simple. Donc on peut faire de la robustesse sociale, on peut faire de l'insertion sociale, on peut faire du lien social. C'est de la robustesse multiforme. Et donc on va vers ce monde-là. Donc c'est plutôt réjouissant. Donc en fait, la bascule du métier d'ingénieur, elle est fondamentale. L'ingénieur au XXe siècle, enfin jusqu'au XXe siècle, le mot ingénieur, c'est un mot du XVIe siècle qui veut dire celui qui construit des engins de guerre. Donc c'est l'acteur de la performance. Donc ça, c'est ce que c'était jusqu'au XXe siècle. Donc c'est celui qui fait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. L'ingénieur au XXIe siècle, ce sera autre chose. C'est celui qui va faire des solutions sobres, robustes, techno-diversifiées. C'est pas du tout technophobe, mon discours. C'est technophile. C'est-à-dire que c'est des techniques pas paresseuses. C'est des techniques qui sont robustes. Robustes socialement, écologiquement, physiquement, économiquement, etc. Et donc, c'est fait avec les citoyens. Si vous voulez, l'ingénieur, il va développer des techniques qui sont réparables dans le village, quoi. C'est ça, autonomie active des citoyens. Mais voilà, moi, c'est ma réponse aux ingénieurs qui désertent les écoles d'ingénieurs. Ça d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas déserter. Au contraire, c'est bien la désertion, elle a son rôle, c'est de dire qu'il faut arrêter, il faut redonner du sens au métier d'ingénieur, mais il faut donner un sens à ce métier. Bon, voilà, le sens pour moi, c'est les ingénieurs de la coopération et de la robustesse, évidemment. Et le dernier point, c'est sur les organisations. Donc vous savez bien que dans les organisations, on a eu tendance à les optimiser, pareil, taylorisme et compagnie. Les optimisations, en fait, qu'est-ce que ça génère? Ça génère du burn-out, pour le dire. Burn-out des organisations, des personnes, des écosystèmes. Voilà, c'est un burn-out généralisé. Donc qu'est-ce qu'on va faire si on bascule de la performance à la robustesse? C'est des systèmes plutôt coopératifs. Alors la coopération, il y a plein d'exemples. Donc là, je prends l'exemple de l'habitat participatif ou des entreprises libérées ou responsabilisantes. Ça, c'est des organisations. Alors, pour l'habitat participatif, par exemple, c'est des organisations qui prennent plus de temps pour avoir un habitat. L'habitat participatif, vous savez, je vais peut-être prendre un cas caricatural. Le monde performant, c'est si vous voulez un habitat, vous allez voir votre agent immobilier et puis en quelques mois, vous aurez votre habitat clé en main. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre habitat, vous allez prendre soin de votre appartement, pas trop des parties communes et encore moins du quartier. Voilà. Si vous faites un habitat participatif, alors ça va prendre 5 ans. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup moins performant. Avec un groupe de citoyens, vous allez concevoir, créer, gérer ensemble votre habitat. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont des habitats hyper robustes, parce que vous avez des liens avec vos voisins, vous avez des soupapes, c'est-à-dire que par exemple, dans vos habitats participatifs, vous avez décidé de créer une terrasse partagée, une chambre d'amis partagée, un potager partagé. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans ces habitats participatifs, en général, les citoyens s'occupent bien de leur appartement, évidemment, aussi des parties communes, parce qu'elles sont partagées, et ça déborde sur le quartier. Donc il y a des propriétés qui dépassent même ce qu'on pourrait attendre. Donc dans les collectivités territoriales sont en général très friandes d'habitat participatif parce que ça a un impact social très fort. Là aussi, c'est de la robustesse qui se propage. Et donc vous voyez, en fait, on est en train de quitter le monde de la performance sans trop de regrets. Je veux dire, c'est un peu un message d'espoir aussi, c'est-à-dire que la crise climatique et environnementale, ça a tendance un petit peu à nous bloquer, alors qu'en fait, si on prend ça comme ça, si on pense à une bascule de la performance à la robustesse, c'est plutôt une vision engageante. Et je vais terminer. Voilà. Alors oui, je vais zapper ça, mais je peux le dire très rapidement, c'est que aussi nos façons de communiquer les uns avec les autres, on communique de façon robuste et pas de façon performante. Pensez à votre écriture, l'écriture que chacune, on a une écriture différente, donc on n'écrit pas comme un traitement de texte, on n'est pas optimisé pour écrire, mais par contre cette imperfection, le fait qu'il y ait du jeu sur notre écriture, ça permet à tout le monde de se comprendre. Donc si vous voulez, ce qui rend une communication effective, c'est pas sa précision, c'est son imprécision qui la rend universelle. C'est pareil, ça c'est de la robustesse, c'est pas de la performance. Alors, je passe. Donc du coup, voilà, 3 principes, si je devais résumer tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, de bio-inspiration, de biomimétisme, pour nous inspirer dans un monde fluctuant. C'est les 3 valeurs clés, les 3 principes du vivant, circularité, esprit collectif, la coopération, et l'adaptabilité construite contre la performance. C'est ça les 3 grandes valeurs du vivant et qui devraient nous inspirer dans un monde fluctuant. Et je vais m'arrêter là avec, voilà, si vous voulez en savoir plus, donc c'est dans le bouquin avec des exemples biologiques et sociaux.
Je vous avais prévenu, c'est passionnant et dommage qu'on soit contraint par le temps, mais je vous propose de revenir une troisième fois, Olivier, si ça vous va. Donc je vous propose, là on a un petit peu débordé, 10 minutes maxi si vous souhaitez poser des questions à Olivier Amand, et on poursuivra à l'extérieur où non seulement il pourra vous dédicacer son passionnant livre, mais également répondre à vos questions. Voilà. Isabelle, s'il y a des questions, allez-y. Oui, bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je suis du CBIOS et je me demandais quelle différence vous faites entre robustesse et résilience, si vous en faites une. Alors j'en fais une en fait. Donc la résilience, elle a 3 sens. La résilience au sens historique, c'est la science des matériaux, donc c'est plutôt des matériaux élastiques qui sont capables de revenir à leur état initial. C'est le point de départ. Après, il y a une résilience d'inspiration psychologique. Et pour moi, la résilience sur le plan psychologique, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'on tombe et en plus, il faut se relever. Donc là, il ne faut quand même pas exagérer. Donc ça, c'est la résilience où j'aime moins. Et puis la résilience socio-écologique, c'est la capacité à persister, à s'adapter et à se transformer. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, ça se rapproche assez de la robustesse. Mais j'aurais tendance à dire que la robustesse, c'est se placer dans les conditions où on ne tombe pas. Et donc, on garde suffisamment de marge de manœuvre. C'est renforcer la capacité de résilience, la robustesse. Oui, il y a un peu ça. En fait, je pourrais dire que la robustesse, c'est la résilience sur le temps long, quoi. On peut le dire comme ça aussi. Les deux concepts se parlent, hein, c'est sûr. D'autres questions ? Bonjour. C'était passionnant, ça m'a vraiment donné envie de vous lire. J'ai eu l'occasion de travailler un peu sur les mêmes sujets et votre dernière réponse, elle m'interpelle parce que je trouve que les liens se font extrêmement bien avec à la fois le monde des organisations et le monde de l'entreprise. Moi, je viens du monde de l'entreprise. Et quand vous dites se placer dans des conditions où on ne tombe pas, on sait aujourd'hui qu'un peu à l'instar du funambule sur un fil, on va tomber. Et non seulement on va tomber, mais ça va être bien de tomber. Hein. Et l'idée, ça va plus être de tomber et de savoir se relever, mais aussi de savoir ce qu'on fait de la chute. Alors, je prends une autre analogie. J'ai envie de dire qu'on est dans un bateau qui est en train de couler et qu'il n'est plus question de réparer le bateau. Il faut apprendre à nager maintenant. C'est une bifurcation. C'est-à-dire qu'on parle souvent de transition écologique. Non, c'est un changement de civilisation complet. On est en train de quitter le néolithique. Pour moi, c'est pas juste une chute de parcours, c'est un changement de civilisation. Si vous voulez, le néolithique, on peut le résumer en une phrase. C'est quand l'humain veut contrôler la nature. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a perdu le contrôle. Donc il va falloir arrêter d'essayer de contrôler la nature. C'est plus on la contrôle et plus on perd le contrôle. C'est plutôt apprendre à vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Donc construire sur les fluctuations. Les vivants sont les experts de ça. Et du coup, mais par contre, je comprends la critique possible, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'erreurs. Mais au contraire, il faut faire des erreurs et être tolérant par rapport à ces erreurs. Ça, c'est de la robustesse. Ne pas tolérer les erreurs. Là, c'est de la performance, quoi. C'est une forme de radicalité, quoi. Donc, voilà, pour nuancer, quand même. Bonjour, merci. Je vais être un peu provocatrice. Finalement, la société que vous nous avez décrite, c'est notre société occidentale, moderne. J'ai l'impression que certains concepts dont vous parlez, il y a des sociétés humaines encore sur cette planète qui les utilisent. Donc, finalement, c'est peut-être réinventer un certain bon sens ou une capacité à se développer dans un milieu instable et dangereux. Dans quelle mesure, si on suit cette logique-là, vous arrivez à ne pas être traité de décroissant quand même, enfin d'amiche. Oui, un peu. Alors, oui. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien connaître votre argumentaire pour répondre à ce genre de questions. Oui. Alors, en fait, alors c'est pas de la décroissance et ça en est quand même. C'est que il y a un côté peut-être un peu décroissant ou post-croissance dans ce que je raconte là. C'est qu'en fait, c'est une autre façon. C'est qu'on met plus la croissance comme valeur universelle. On met du sens derrière nos activités. On ne met pas la croissance devant le sens. Et alors, quand j'en parle, c'est assez intéressant et j'ai eu plein de réactions évidemment différentes. Alors, je peux vous donner un exemple. J'ai parlé à l'école de management d'Alger
à des étudiants en management, donc qui sont plutôt dans une école de la performance. Et quand j'aurais fait mon topo, là, enfin un peu plus long que ça, là, il y a plein d'étudiants qui sont venus me voir en me disant « Ah mais ouais, en fait, nous, alors dans le sud du désert algérien, il y a des techniques ancestrales où on peut transporter de l'eau sur des dizaines de kilomètres en terre crue, ça marche très bien. Comment ça se fait qu'on nous impose de mettre des aqueducs métalliques qui vont coûter beaucoup d'énergie, qui vont demander de irréparable, etc. » Donc en fait, ils ont tout de suite mobilisé un savoir ancestral. Et alors, juste pour dire, ce que je dis là, pour le préciser aussi, ce n'est pas un retour en arrière. La question du choix entre la performance ou la robustesse, c'est juste une question de choix. Je vais vous prendre un exemple, juste pour dire que on peut penser au futur aussi. Les nouvelles technologies, la robotique par exemple, les gens qui font de la robotique, ils se posent d'abord la question de la robustesse, avant la question de la performance. Les emails, le protocole TCP/IP pour envoyer des emails, c'est un protocole où en fait votre message est cassé en paquets, il passe par des voies hétérogènes, redondantes, il y a des délais, et à la fin les paquets sont réassemblés et vous avez votre message. C'est un protocole robuste, mais pas performant. Donc en fait, c'est qu'une question de choix. On s'est enfermé dans l'idéologie du fait de se dire qu'il n'y a que la performance, que la performance a son sens, qu'elle s'auto-justifie. Mais non, la performance ne s'auto-justifie pas, on le voit bien, ça ne marche pas du tout la performance. Donc c'est la robustesse qui marche sur Terre, enfin dans un monde fluctuant. Et du coup, c'est ce que je dis en général, c'est-à-dire qu'il y a des exemples où on voit qu'on peut remobiliser des traditions anciennes et qui marchent très bien, qui sont beaucoup plus pertinentes dans un monde fluctuant, et que c'est une question de choix. C'est-à-dire que des nouvelles technologies, on va d'abord mettre la robustesse avant la performance. Donc une question de discours, oui, exactement. Ouais. Et alors le vivant est très... Enfin, c'est pour ça aussi que j'utilise le vivant, enfin je suis biologiste, mais le vivant, c'est le récit qui permet de rendre cette robustesse concrète et activable, pour illustrer. Ouais. Toutes les meilleures choses ont une fin, malheureusement. Je vous propose de poursuivre la discussion avec Olivier. Une question m'a été posée. Vous pouvez acheter la troisième fois du vivant juste derrière cette salle. Nous avons une librairie éphémère. Et Olivier, ce sera évidemment un plaisir de dédicacer son ouvrage. Merci encore, Olivier, et merci de votre attention.